Je vais laisser la parole à Charlotte et je vous retrouve à la fin. Top. Merci Thomas. Donc bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire donc, sur les achats responsables. Donc je serai aujourd'hui accompagnée de Karine et de France. Donc on va se présenter rapidement avant de démarrer. Donc pour ma part, Charlotte Bray, je travaille pour le cabinet de conseil Ecodev. Je suis consultante RSE. France, vas-y. Bonjour, France de Sambucy, je suis directeur des achats et de la logistique et de la qualité pour le groupe Bertrand, dont Karine va mettre. Bonjour, donc moi je suis Karine Legout, je suis en charge de la politique RSE et communication interne pour l'ensemble de Bertrand Restauration et Groupe Flow depuis 2 ans et demi. C'était une création de poste. Voilà. Merci à vous deux. Donc, on va justement présenter dans un premier temps Ecodev et donc le groupe Bertrand. Je vous laisserai la parole. Ensuite, on fera une introduction sur les achats responsables, donc où on définira très rapidement la notion d'achat responsable, quels sont les leviers, quels sont les avantages à mettre en place une démarche d'achat responsable. Et enfin, on verra ensemble comment construire sa démarche d'achat responsable en 5 étapes. Donc, une proposition de méthodologie. Et donc, le déroulé sera le suivant. Moi, je vais dérouler les slides, avoir une approche un petit peu théorique. Et puis, je laisserai Karine et France apporter leur retour d'expérience sur les achats responsables. Donc, dans un premier temps, qui sommes-nous? Donc, comme je vous l'ai dit, je travaille pour le cabinet Ecodev, donc qui organise ce webinaire. Donc, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on existe. On regroupe aujourd'hui une trentaine de collaborateurs. Donc, on a un cabinet de conseil spécialisé en développement durable. Donc, on est situé à Paris et on a des agences à Lille, à Nantes et à Marseille. Donc, juste pour le préciser, l'année dernière, on a défini notre raison d'être, donc qui est la suivante: réveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. On a également plusieurs axes d'engagement que vous pouvez retrouver dans notre rapport RSE si vous le souhaitez. Pour préciser nos différents métiers, on a 4 métiers. Donc, un métier de conseil stratégique, donc plus sur la partie accompagnement à l'élaboration de stratégies RSE, justement la définition de raison d'être et d'axes d'engagement RSE, et également sur la partie climat-énergie, accompagnement à l'élaboration de stratégies climat. On a également un métier de mesure d'impact, donc là où on va analyser les impacts environnementaux, les impacts socio-sociétaux d'une activité et donc mettre en place un plan stratégique et des feuilles de route opérationnelles donc pour appliquer sa stratégie de manière concrète. Et donc ça, on le fait également sur les sujets climat-énergie, sur les sujets de la mobilité aussi. On a d'autres pôles d'expertise qui sont la biodiversité, l'économie circulaire. Donc là, on a un petit peu fait le tour de toutes nos expertises et comment elles s'appliquent dans ces 2 premiers métiers. On a aussi un métier de communication et de conduite du changement, donc pour accompagner les organisations dans la sensibilisation, dans la communication, dans l'élaboration de campagnes de communication sur les sujets de RSE pour sensibiliser les collaborateurs des organisations avec lesquelles on travaille. Et enfin, un métier plus opérationnel, donc comment déployer de manière concrète vos feuilles de route, les feuilles de route RSE des organisations. Donc ça, sur les mêmes pôles d'expertise que je vous ai présentés juste avant. Je vais laisser la parole à Karine pour présenter le groupe Bertrand. Donc, en quelques mots, donc, le groupe Bertrand a été fondé il y a une vingtaine d'années par Olivier Bertrand, qui est toujours notre président. Il est organisé en plusieurs filiales d'activités et France et moi-même, on travaille pour l'une d'entre elles. Je vous cite très rapidement les autres. On a une filiale d'activité plus petite qui est de l'hôtellerie, puisqu'on a 2 hôtels sur Paris. Ensuite, on a une filiale d'activité un peu plus importante qui fait de la restauration rapide et que vous devez connaître, qui s'appelle Burger King et Quick. Donc, on avait pris la master franchise Burger King en 2013 pour la France et Burger King avait racheté Quick en 2015. Et actuellement, il y a à peu près 400 Burger King et une centaine de Quick. Mais ils ont leurs propres équipes. Voilà, on échange avec eux, on interagit, mais on n'est pas situé dans les mêmes locaux. On a une 3e filiale qui est une foncière immobilière. Il y a une 50aine de personnes qui gèrent le patrimoine et le développement immobilier du groupe. Il y a une 4e filiale d'activité qui fait du retail
où on a un contrat de partenariat, on va dire, avec Nespresso France pour ouvrir les boutiques Nespresso en dehors de leur flagship parisien. Donc, on a une dizaine de boutiques Nespresso qu'on gère pour eux et avec eux. Et enfin, une filiale d'activité effectivement restauration traditionnelle, on va dire restauration à table, en très grande majorité. Donc, avec 2 entités juridiques que sont Bertrand Restauration et Groupe Flo. Il se trouve que Groupe Flo, on a repris cette entreprise il y a 4 ans. C'est une entreprise qui est cotée en bourse, donc c'est pour ça qu'elles sont encore scindées juridiquement. Mais on travaille sur les 2 entités de manière indépendante, et vraiment homogène. On est sur ces 2 entités environ 5000 collaborateurs. On est à peu près 300 collaborateurs au siège et on regroupe 40 enseignes. Alors, ça va d'un restaurant unique sur Paris à des réseaux, à des enseignes en réseau avec plusieurs points de vente. Donc, les enseignes que vous devez aussi peut-être connaître pour certaines, celles qui sont en réseau sont Hippopotamus, Au Bureau, Volfoni, qui est une jeune trattoria italienne, et Léon, Léon de Bruxelles. On a changé le nom récemment, qu'on a repris il y a 1 an et demi. Et les enseignes uniques, je vais vous en citer quelques-unes sur Paris. Il y a l'Alsace, la Lorraine, le Procope, la Brasserie Lippe, le Sir Winston, Key West, etc., etc. On a une majorité de CDI sur nos collaborateurs. On fait environ, alors en temps normal, parce que c'est vrai que nous, on a été particulièrement affectés par la crise du Covid avec la fermeture de nos établissements. Mais en temps normal, on est à 800-850 millions d'euros de chiffre d'affaires et ça intègre le chiffre d'affaires de nos franchisés. Et on a donc environ 400-450 restaurants. La moitié sont en succursale, la moitié sont en franchise. Voilà pour que vous puissiez un peu plus situer le groupe. Super. Merci beaucoup. Alors là, effectivement, j'ai pas passé le temps. On fait un petit focus sur les engagements RSE. Donc, ils sont assez récents parce que je vous l'ai dit en introduction, le poste RSE a été créé il y a 2 ans et demi. Donc, il y a eu toute une phase de pédagogie, sensibilisation des équipes sur le siège et dans les restaurants. Un travail avec EcoDev sur la structuration de nos enjeux, la priorisation de nos enjeux. Et donc, aujourd'hui, on a dessiné une feuille de route. Alors, elle n'est pas figée dans le marbre parce qu'on évolue au jour le jour. Mais on a 3 enjeux principaux que sont proposer une cuisine responsable. Évidemment, on sert à manger dans nos restaurants et c'est ce qui est vraiment prioritaire. Donc, on essaye d'acheter, et on le verra avec France, des bons produits et de servir des bons produits. Deuxième enjeu sur la préservation des ressources naturelles. On a un enjeu là-dessus qui peut être commun à d'autres secteurs d'activité, mais ça va être sur les déchets, le gaspillage alimentaire, évidemment l'impact sur l'énergie, sur l'eau, sur le carbone, le climat. Et enfin, tout ce qui est l'évolution avec nos collaborateurs et auprès de nos communautés. Donc là, c'est toute la politique RH avec essayer de renforcer la place des femmes. C'est pas toujours évident dans le secteur de la restauration. La réduction du turnover qui est très important pour le coup chez nous. Et évidemment, toute la politique de mécénat et de soutien à des communautés locales qui nous tient à cœur. Voilà. Super. Merci pour cette présentation. Donc, on va pouvoir enchaîner. Donc, on avait cette volonté de repartir du devoir de vigilance et des actualités qui gravitent un petit peu autour de la loi relative au devoir de vigilance. Juste pour rappel, donc le devoir de vigilance a été promulgué en 2017. Et il rend obligatoire pour les entreprises donneuses d'ordre de prévenir les risques, donc sociaux, environnementaux, les risques de gouvernance également sur leur supply chain. Et donc, cela doit s'étendre à l'activité de leurs filiales et à l'activité aussi de celle de leurs partenaires, donc sous-traitants et fournisseurs. Donc, l'intérêt, c'est vraiment d'inciter à remettre les enjeux environnementaux, les droits humains au cœur des préoccupations des grandes entreprises. Donc voilà, on voulait repartir de ce devoir de vigilance, donc il y a des seuils d'obligation à partir de 5000 salariés. Donc les entreprises d'au moins 5000 salariés sont assujetties et il faut que leur siège social soit situé sur le territoire français. Et également les entreprises d'au moins 10 000 salariés qui ont des filiales directes ou indirectes et dont le siège social est fixé également sur le territoire français. Juste pour... pourquoi on a voulu avoir cette approche? En fait, c'est que en ce moment, on parle beaucoup d'une uniformisation du devoir de vigilance, d'une harmonisation du devoir de vigilance à l'échelle européenne.
Et donc, justement, il y a une ambition qui a été affichée dernièrement par le Parlement européen de s'inspirer de notre loi française sur le devoir de vigilance. Et donc, en mars dernier, en mars 2021, le Parlement a adopté une résolution assortie d'un projet de directive. Donc, en fait, un texte de loi pour un devoir de vigilance européen devrait arriver sur l'année 2021 et donc assujettir toutes les entreprises membres de l'Union européenne. Enfin, tous les pays membres de l'Union européenne, forcément, il y aura des seuils par la suite qui vont être définis. On ne sait pas si les seuils vont être les mêmes que pour la loi française. En tout cas, c'est en pourparlers actuellement et ça devrait arriver d'ici la fin de l'année. Et donc, pourquoi ces discussions au Parlement européen? Parce que à l'heure actuelle, les seuls pays qui appliquent ce devoir de vigilance sont la France et les Pays-Bas. Dans d'autres pays également, ce sont des discussions, mais c'est pas à l'heure actuelle appliqué. Et donc, il y avait vraiment cette volonté de la part, déjà, c'est un peu une pression de la part d'associations, de la part d'organisations qui militent depuis longtemps pour harmoniser ce devoir de vigilance à l'échelle européenne et donc pouvoir rendre responsables les entreprises dont le siège social est en France et qui ont des filiales à l'étranger. Voilà, c'est en train, en tout cas, c'est en train d'arriver après tous ces débats et cette pression de la part des organisations depuis maintenant plusieurs années. Donc voilà, on voulait repartir de ce devoir de vigilance et se dire que le devoir de vigilance vient renforcer la responsabilité environnementale, la responsabilité sociétale de l'entreprise et va venir les inciter à changer de paradigme et donc à approcher, à appréhender les enjeux RSE différemment. Et donc, pour mettre un premier pas justement dans ce devoir de vigilance, la perspective d'une démarche d'achat responsable semble intéressante. Donc, comprendre tout simplement quels sont les impacts environnementaux, les impacts sociaux, les impacts sociétaux de notre activité, des produits, des services que l'on va être amené à acheter, semble intéressant pour justement rentrer dans ce devoir de vigilance. Et donc, c'est pour ça qu'on fait le lien avec les achats responsables, le sujet des achats responsables, donc que l'on a redéfini ici. Donc, nous, on utilise le terme d'achat responsable. C'est vrai qu'il y a d'autres terminologies qui existent. Donc, les achats éco-responsables, les achats durables, ça veut sensiblement dire la même chose. Donc, ça, c'est vraiment dépendant de chacun. Il y a pas vraiment de règles. En tout cas, les achats responsables, on l'a défini juste ici. Cela signifie acheter en préservant de manière équilibrée et pérenne l'intérêt environnemental, social, économique de l'ensemble des parties prenantes en servant la performance de l'organisme donneur d'ordre à court terme, moyen et long terme. Donc, on retrouve bien les enjeux qu'on avait dans le devoir de vigilance juste avant. Donc, les achats responsables, effectivement, c'est regarder ses impacts RSE, mais tout en prenant en considération les attentes de ces parties prenantes. Et donc, surtout, même, je dirais, en prenant en compte les attentes de ces parties prenantes. Pour revenir sur la définition rapidement de partie prenante, c'est un individu ou un groupe d'individus qui a une influence directe ou indirecte dans le court ou dans le long terme sur la stratégie d'une entreprise. Donc, une partie prenante va avoir un intérêt, une influence et un impact sur l'activité de l'entreprise. Et donc, c'est important et on va voir quand on abordera le sujet de la méthodologie pour mettre en œuvre une démarche d'achat responsable. Mais tout au long des étapes de cette méthodologie, l'important, c'est toujours de considérer les attentes de ces parties prenantes internes et externes pour formaliser sa démarche. Et donc, justement, une question pour Karine et France. Vous, comment vous avez considéré vos parties prenantes? Comment elles vous ont influencé dans la mise en place de votre démarche d'achat responsable? Peut-être pour commencer, France, nous, on n'est pas forcément soumis à date au devoir de vigilance. Oui. Donc, c'est important de le savoir. Malgré tout, on met des choses en place et on a commencé par faire une cartographie de nos parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Voilà. Alors, le point important aussi de comprendre, c'est que pour le groupe Bertrand, la direction des achats est une création récente d'il y a 18 mois, juste avant le premier confinement.
Jusqu'à présent, le groupe avait ses achats dans une autre structure en sous-traitance et ils ont décidé de reprendre en direct les achats, d'où la création du poste et de la direction des achats pour tout le groupe, Bertrand et Flo. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on s'est penché sur quels étaient nos achats responsables, qu'est-ce qu'on souhaitait faire, comment on voulait y aller et quelles étaient nos étapes. Les parties prenantes, on les a effectivement identifiées. La première partie prenante pour nous, c'est nos consommateurs, ce qu'ils souhaitent, ce dont ils ont envie, ce qu'ils veulent. De par les offres que vous avez vues, qu'on vous a présentées, on a des publics de consommateurs très, très différents. Un public de grandes brasseries parisiennes, un public dans des offres plus de concessions, parce qu'on a des offres dans en proximité de jardins ou de parcs d'attractions comme chez Disney ou bien Jardin des Plantes. C'est pas les mêmes publics, c'est pas les mêmes moments de consommation, c'est pas les mêmes besoins. Donc le premier point, c'est la partie prenante consommateur en fonction de ses moments de consommation de la journée, de ses besoins, de ses envies, en fonction du lieu où il va. Ça, c'est le premier point. L'autre partie prenante importante, c'est effectivement la société qui nous entoure. Donc, ça va être ce que le gouvernement va nous proposer en termes législatifs. Donc, être attentif, savoir quand on y va, est-ce qu'on y va avant la date de fin de la loi ou pas, enfin de mise en place de la loi, comment on procède pour y aller, mais aussi ce sont les organisations non gouvernementales, les influenceurs qu'on écoute, avec qui on s'entretient pour essayer de comprendre les tendances, vers quoi eux aussi, ils veulent faire évoluer la société. Donc, c'est tous ces éléments-là. Et puis, surtout, ne pas oublier l'actionnaire qui a aussi qui a la volonté d'avoir des valeurs au sein de son groupe et qui souhaite qu'on mette en place ces valeurs. Donc, on prend l'ensemble des interrogations et bien heureusement, il y a beaucoup de points communs, ce qui nous permet de nous orienter sur nos priorités parce qu'aujourd'hui, globalement, la société évolue dans le même sens et vers les mêmes choses. Donc, c'est plutôt assez positif en la matière. Et aujourd'hui, des achats responsables, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, mettre en place des achats responsables, ce n'est plus se dire comment on fait et on y va, c'est naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute démarche achat doit avoir une notion de responsabilité dans le début de sa démarche, quel que soit le produit qu'on achète. Donc, c'est pas j'achète et puis après, je me pose la question qu'est-ce qui est responsable. C'est aujourd'hui, dès que j'achète, dès le premier acte d'achat, ma réflexion pour mon acte d'achat doit être avec des notions de responsabilité. Voilà. Et ça, aujourd'hui, tout service achat doit raisonner comme ça. Alors après, avec plus ou moins de profondeur, plus ou moins de… c'est variable en fonction des typologies de produits, de services qu'on achète, bien évidemment. Mais effectivement, tout le processus achat a une ligne rouge, pas une ligne rouge, un fil rouge, pardon, qui est la politique RSE. Et effectivement, pour compléter ce que dit France et pour répondre aussi à Jessica sur les attentes des consommateurs, des clients, ils sont très variés selon les enseignes. Mais en fait, nous, on a des équipes marketing qui sont dédiées pour chacune des enseignes et donc qui sont en capacité aussi de nous remonter les besoins suivant la politique CRM, les études qu'elles sont amenées à faire, les études de satisfaction, les commentaires sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qui nous donne une tendance aussi de leurs attentes. C'est compliqué de les interroger tous les jours, on ne peut pas. Et à côté de ça, en parallèle, on fait une matrice de matérialité, ce qui rejoint un peu les enjeux RSE, notamment pour notre déclaration de performance extra-financière, dans laquelle on interroge aussi quelques consommateurs de nos restaurants. Ce qui est important, c'est que ce fil rouge de RSE, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on achète, on doit acheter bon, c'est-à-dire gustativement, pour faire la bonne prestation, parce qu'on n'achète pas que de l'alimentaire, on achète des services, on achète des biens autres ou des produits, on va dire, jetables, non alimentaires. Donc, acheter du bon qui correspond aux besoins et bien l'acheter. Et bien l'acheter avec des produits bien produits. C'est-à-dire s'enquérir, vérifier le mode de production du produit, que ce soit un produit en usine pour exactement une serviette, par exemple, ou son entretien chez le blanchisseur, que un poulet ou une frite. Voilà. Donc, l'idée, c'est acheter bon, correspond aux besoins de nos consommateurs et bien produit. Je reprends la parole. Merci. Alors, pardon, de présentation, c'est tout bon. Alors effectivement, on retrouve un petit peu ce que vous avez dit toutes les deux. Là, on s'est posé la question de quels sont les leviers
internes et les leviers externes qui nous incitent à mettre en place une démarche d'achat responsable. Donc les leviers externes, forcément le respect de la réglementation, le respect des normes va faire partie des leviers externes, et c'est d'ailleurs donc selon l'Observatoire des achats responsables, donc il y a eu un baromètre qui a été fait en 2021. Ils ont interrogé près de 300 responsables RSE sur les raisons de l'engagement des entreprises dans les achats responsables, et effectivement la mise en conformité avec la réglementation, la mise en conformité avec les normes est la première raison de l'engagement qui ressort dans ce baromètre. Effectivement, d'autres leviers externes, donc l'influence de la société, vous l'avez très bien expliqué toutes les deux, et ça s'applique, je pense, à tout secteur d'activité. La demande des clients, vous l'avez également cité, une volonté des actionnaires. Voilà pour les leviers externes. Pour les leviers internes, donc les directions s'y mènent de plus en plus, ont ces réflexions sur une stratégie RSE, comment cette stratégie RSE peut s'appliquer à la fonction achat. On le voit, hein, nous, en tant que cabinet de conseil, c'est des réflexions qu'on voit de plus en plus au sein des entreprises, et justement des entreprises qui viennent nous demander de les aider là-dessus. Et elles se multiplient. Et effectivement, donc la déclinaison des enjeux de l'entreprise et ou de sa stratégie RSE. Donc ça rejoint aussi ce que je viens de dire. Comment appliquer les valeurs de notre stratégie d'entreprise, les engagements RSE que l'on a pris à la fonction achat, pour que tout soit logique et découle naturellement. Une volonté de créer de la valeur, d'innover, donc là, par rapport notamment au développement de relations durables avec nos parties prenantes, ce qui peut permettre donc de créer de la valeur, de co-construire avec eux et donc d'innover sur les sujets notamment de RSE. Et un levier, mais aussi une conséquence de la mise en œuvre d'une démarche d'achat responsable, c'est la motivation et le sentiment de fierté des équipes. Effectivement, si on achète des produits responsables, des produits respectueux de l'environnement, on va trouver plus de sens à son travail, à la fonction achat, et donc potentiellement être plus motivé. Et ça, on avait eu aussi ces discussions, Karine et France, c'est quelque chose que vous avez également remarqué de votre côté. Oui, c'est ce que je disais, c'est un fil rouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acheteur, il ne faut pas qu'il se dise « j'achète et puis tiens, qu'est-ce que je fais de ma RSE ?» C'est dans ma méthode d'achat, tous les critères RSE doivent être pris en compte à chaque étape de ma méthode d'achat. Et c'est comme ça qu'on met en place une politique. J'ai vu quelqu'un qui fait un commentaire sur la volonté de la direction. Oui, bien sûr, ça commence par la volonté de la direction et ensuite la volonté de chacun dans son service d'impliquer cette démarche et d'en faire un fil rouge au quotidien. Et non pas une action à part qu'on met en parallèle à d'autres actions. Et quand c'est un réflexe du quotidien, ça fait des questionnements en permanence autour de ces sujets-là, ça devient naturel et en fait, on fait beaucoup plus de choses RSE qu'on ne pense au quotidien, puisque ce n'est pas un sujet à part à côté, c'est bien un sujet intégré au quotidien. C'est le point clé pour moi, ça. Et après aussi, pour répondre à la question, Charlotte, en lien avec la motivation des équipes, c'est vrai que ça concerne les acheteurs, évidemment, mais ça concerne en fait, on se rend compte aussi toutes nos équipes, particulièrement les gens qui sont sur le terrain et les chefs, même si au départ, il y avait des réflexes qui avaient été oubliés. Hein, on vous donne un exemple très concret avec France qu'on a eu sur la saisonnalité des produits, où il y a eu des moments où nos cartes se sont écartées de la saisonnalité des produits, et on y revient maintenant depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, en fait, c'est les chefs qui sont fiers de nous dire « Ah, t'as vu, dans la prochaine carte automne-hiver, j'ai pas mis de tomates. » Alors, ça semble un peu bête, mais sauf que pendant longtemps, on avait un petit peu oublié. Et donc, en fait, on se rend compte avec France qu'au fur et à mesure qu'on avance, ces réflexes maintenant sont pris et sont même anticipés par les équipes avant qu'on leur reparle de ces achats responsables. Et juste pour compléter, je pense qu'aussi on recrée du lien entre les acheteurs et les opérations, puisque ça amène, quand on fait quand on travaille sur des achats qu'on oriente vers des actions plus RSE, on fait des choix, des produits, on change des éléments, et donc on est obligé de rentrer dans l'explication du pourquoi, et ça rapproche, ça crée des liens avec les opérations, juste en rappelant la saisonnalité de certains produits. Donc la tomate, c'est évident, mais il y a d'autres petits produits, le petit pois, etc., où les gens ont un peu perdu la saisonnalité exactement des mois et des dates. Donc ça recrée du lien, recrée de la connaissance produit, et ça remet ce lien important, et ça redonne de la valeur aux équipes, et donc la fierté.
Exactement. Vous avez déjà bien répondu à cette question. Donc, on a parlé des leviers, des facteurs qui poussent à mettre en œuvre une démarche d'achat responsable. Mais quels sont aussi les bénéfices qu'on peut en tirer? Pourquoi mettre en œuvre une démarche d'achat responsable? En quoi ça peut être avantageux pour une organisation? Forcément, dans un premier temps, l'amélioration de l'image de marque et avantages concurrentiels. Vous parliez des consommateurs avec des demandes grandissantes sur les aspects environnementaux, sur les aspects également sociétaux. Donc forcément, si une entreprise s'engage, si une entreprise essaye de limiter ses externalités négatives et qu'elle le communique à ses parties prenantes externes, généralement, ça a un impact positif sur l'image de marque, sur également l'attractivité de l'entreprise. Donc, c'est un des premiers bénéfices qu'on peut remarquer. Un meilleur partage au sein de la chaîne de valeur, donc un meilleur partage de la rémunération au sein de la chaîne de valeur. On le voit, j'imagine, dans le secteur de l'alimentaire, que forcément, si on considère ces enjeux RSE, au final, la valeur est mieux répartie sur la chaîne d'approvisionnement et le producteur qui se trouve à la fin de la chaîne va forcément tirer les bénéfices également de ce meilleur partage, de cette meilleure distribution de la valeur. La co-innovation et la création de valeur, donc ça on en a déjà parlé, c'est un facteur, également une conséquence. La maîtrise des risques RSE tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'était aussi une volonté de la part des entreprises depuis la crise du Covid de mieux maîtriser tous les risques au long de la chaîne d'approvisionnement. Donc, comment pouvoir les anticiper, comment réagir rapidement face à une difficulté, comment essayer de minimiser l'impact des risques au long de la chaîne. Donc, ça, c'est des réflexions qui se sont qui sont devenues de plus en plus importantes avec la situation, le contexte que l'on a connu dernièrement. On cherche à éviter les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement et donc une démarche d'achat responsable peut participer à améliorer cette maîtrise des risques. Une amélioration de la performance économique en lien avec tout ce que je viens de citer, forcément. Et un dernier bénéfice, c'est forcément limiter les impacts négatifs de l'entreprise sur l'environnement, la société, et donc maximiser en même temps l'impact positif que l'on a sur les territoires et sur les communautés locales, donc sur nos territoires d'implantation et sur les communautés avec lesquelles on travaille tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. Est-ce que ça vous semble complet, Karine et France? Vous avez des choses à ajouter sur le pourquoi et sur les avantages qu'on peut tirer? Moi, je dirais aussi que, en fait, c'est un processus de transformation. Pourquoi on le fait? Parce qu'on vient transformer effectivement l'entreprise en profondeur en interne, mais on vient aussi transformer toute la chaîne de valeur parce qu'on emmène avec nous progressivement tous nos fournisseurs. Tous n'ont pas la même maturité sur ces enjeux d'achat responsable, mais pour nous, pour les fournisseurs avec lesquels on est fidèles depuis longtemps, c'est important de les emmener avec nous, de pas les laisser sur le bord de la route et de se fixer peut-être des engagements et des objectifs un peu plus long terme, mais pour que vraiment on le fait aussi pour pouvoir transformer en profondeur notre chaîne de valeur, mais de manière progressive. Mais dans la chaîne de valeur, l'accompagnement du fournisseur est quelque chose d'important. Je pense qu'il ne s'agit pas d'arrêter un fournisseur parce qu'à nos yeux, il n'est pas RSE et d'en prendre un autre plus RSE à côté. C'est de dire, j'ai un partenariat de longue date avec ce fournisseur, je représente quelque chose, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Comment je le fais évoluer? Quelle action on fait ensemble? Comment je lui fais prendre conscience? Et ça, c'est aussi RSE de faire ça. Parce que ce fournisseur, il a des salariés, des employés, une entreprise à faire vivre et que c'est important qu'on le fasse ensemble. Donc, ça, c'est des choses importantes. Le partenariat fournisseur est quelque chose de très important et l'accompagnement est aussi quelque chose d'important. Et c'est aussi considéré qu'un produit… Enfin, souvent, on voit le service achat comme simplement un négociateur de produits. Je pense qu'il faut redéfinir le sens du mot de service achat. Un service achat, c'est des gens qui, par rapport à un cahier des charges, à un besoin de produit, vont identifier des solutions, qui est un couple produit-fournisseur. Et ces solutions-là prennent en compte le tarif, mais pas que, prennent en compte la productivité, la composition, le contenu du produit, la manière dont ça a été produit, comment, par qui, où, etc. La pérennité de ce produit dans le temps. Et c'est ça. Et ensuite, la négociation, c'est la finalisation de toutes ces étapes-là.
Et si on voit un service achat juste pour négocier un tarif, je pense qu'on se trompe. D'abord, c'est plus le service achat des amis de l'année 2021. Et à ce moment-là, on fait que les achats ne peuvent pas intégrer la RSE. Si on voit les achats autrement, et si on fait bien toutes ces étapes de réflexion autour du produit, notre cahier des charges, on intègre la RSE et à ce moment-là, derrière, on essaye de travailler la négociation, mais c'est une dernière étape, une fois que toutes les autres ont été menées. C'est important. Et je pense que ça, c'est bien. Et donc, dans ces cas-là, on prend en compte des partenaires extérieurs, des conseils qui connaissent les produits, les chaînes de production. On prend en compte les fournisseurs. On va voir les exploitants quand on travaille sur, par exemple, un référentiel de viande. C'est important d'aller chez le producteur de la viande, voir comment il produit, comment il travaille avec le bétail. Aller aussi à l'abattoir. Alors, je sais, c'est des sujets qui font un petit peu peur, mais c'est comme ça qu'on accompagne, qu'on peut comprendre et qu'on peut discuter avec les gens et qu'on peut prendre des options. Donc, c'est aller jusqu'à la source de la production, aller chez un maraîcher, voir la production, se poser des questions sur ces traitements qu'il applique, quand et où et pourquoi, aller dans les unités de production, ça, c'est important. Et c'est toute la démarche achat. Donc, ça, c'est important et donc, on y retrouve vraiment, quelqu'un dit que comment on fait. Je pense que la première chose, c'est voir les achats différemment. Voilà, et ne pas voir les achats comme un négociateur. Une fois qu'on est d'accord avec ça, derrière, on peut faire plein de choses et les achats sont des partenaires de l'ensemble de l'entreprise et des fournisseurs. Et ça contribue à la chaîne de valeur. Charlotte, juste pour répondre à une question de Christophe sur la volonté grandissante de direction générale, comment ça se traduit et comment ça se voit et pour voir si c'est sincère et clair. Un exemple concret pourrait être, on ne l'a pas encore mis en place, mais en France, on avait échangé là-dessus, c'était en fait dans les objectifs que les acheteurs peuvent avoir, que ces objectifs ne soient pas uniquement quanti, basés sur un prix, mais plutôt qu'il y ait une répartition juste entre des notions de responsabilité, des notions de prix évidemment. Et donc ça, quand la direction générale elle est prête à revoir ces indicateurs, déjà on avance dans le bon sens, je pense. Il est évident que quand on achète un produit bio ou un produit labellisé, il n'est pas produit de la même manière, avec le même délai, le même timing, les mêmes éléments, et forcément, il n'a pas le même tarif qu'un produit standard. Donc, si l'acheteur est parfaitement conscient de ça et on sait évaluer ces niveaux-là, par ailleurs, on pose une question sur la motivation des équipes. Un acheteur, il adore bien acheter, sinon c'est un négociateur, ce n'est pas un acheteur. Ceux qui s'occupent que du prix. Alors, nous, on travaille avec des acheteurs et ce qu'il aime, c'est le bon, beau produit, bien produit, d'où il vient, par qui, comment. C'est ce qu'aime un acheteur. Donc, un acheteur, on mesure sa satisfaction parce qu'il est heureux et quand on fait son entretien annuel, il est très content d'avoir développé des filières produits, avoir apporté une nouveauté, une innovation. C'est ce qui fait plaisir à un acheteur au quotidien. Et un acheteur qui ne fait pas ça, il n'est pas bien dans son poste. J'ai récemment recruté quelqu'un comme ça qui, dans son ancien poste, n'allait pas sur ces démarches-là et il n'était pas heureux dans son poste. D'où son choix de changer. Donc, un acheteur bien est un acheteur qui, justement, peut participer à tous ces projets et à la valeur RSE qu'on apporte dans l'entreprise. C'est d'autant plus plaisant et challengeant pour lui, j'imagine, effectivement. Oui, d'abord, c'est intéressant. Je pense qu'on a tous envie d'être intéressé par son travail. C'est intéressant, on apprend des choses, c'est de la relation. C'est la relation avec les opérationnels pour expliquer pourquoi ils ont acheté ce produit-là, sous quel format, comment il a été produit, de la relation avec les producteurs. C'est un lieu d'échange très intéressant. Et puis, surtout, la RSE est quelque chose qui évolue. On n'achète pas de la même manière qu'il y a 10 ans ou 20 ans en arrière. On ne cherche pas les mêmes éléments. Donc, c'est en plus quelque chose qui est motivant parce qu'en permanence évolution et intellectuellement, c'est assez intéressant. Alors, on va passer à la troisième partie. Donc, comment construire sa démarche d'achat responsable? Donc, quelles ont été les différentes étapes de votre côté aussi pour construire cette démarche d'achat responsable? Donc, voilà les cinq étapes que l'on propose, que l'on identifie. Donc, l'état des lieux des pratiques dans un premier temps. Ensuite, comprendre les impacts des produits, des services que l'on achète et comprendre quels sont les enjeux majeurs et les hiérarchiser en fonction de leur importance. Formaliser la politique d'achat responsable, définir la feuille de route, donc comment concrètement cette politique d'achat responsable elle va s'appliquer de manière opérationnelle et enfin forcément le suivi, le monitoring, donc suivre les indicateurs que l'on a définis dans notre feuille de route.
et assurer l'atteinte de nos objectifs. Donc, dans un premier temps, faire un état des lieux de ces pratiques. Donc, déjà, c'est comprendre les grandes orientations stratégiques de l'entreprise, comment les valeurs de l'entreprise vont se répercuter dans la fonction achat, comment ces grandes orientations stratégiques sont mises en œuvre dans nos achats, donc comment elles se déclinent dans notre politique achat. Comprendre aussi donc vraiment comment la fonction achat s'organiser, quels sont les engagements qui sont actuellement pris, quels sont les critères actuellement qui sont pris en compte par les acheteurs. Et donc, ça revient également à identifier les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre en termes d'achat responsable. On le voit souvent, mais des fois, dans les entreprises, il y a énormément de choses qui sont faites, des politiques qui sont mises en œuvre, des actions qui sont même mises en place par les acheteurs de leur propre volonté et qui sont pas identifiées comme des politiques, comme des actions RSE. Et pourtant, elles le sont. Donc, un des premiers travaux que l'on doit faire, c'est d'identifier ces bonnes pratiques, les comprendre et les formaliser comme des pratiques RSE et donc les valoriser. Et donc, tout ce que je viens de vous dire, les objectifs de cet état des lieux, ça revient à se poser les questions suivantes. Donc, comprendre ce que j'achète, qu'est-ce que j'achète comme produit, comme service, mais comment surtout je les achète, quels sont les critères que je prends actuellement en compte, est-ce que je prends déjà des critères RSE mais qui ne sont pas identifiés comme tels. Donc, voilà, se poser ces questions. Qu'est-ce que je fais en termes d'achat responsable et forcément en lien avec nos parties prenantes, où j'achète, à qui j'achète, quelles sont les conditions des fournisseurs chez qui j'achète. Vraiment, voilà, état des lieux. Et donc ça, on peut le faire à partir d'une analyse des documents de l'entreprise, mais aussi et surtout à travers des entretiens avec les parties prenantes internes et donc avec les acheteurs. Donc, vous, France et Karine, vous avez réalisé cet état des lieux. Est-ce que vous tirez des conclusions, un retour d'expérience là-dessus? Alors, moi, mon premier retour d'expérience, c'est que j'ai envie de dire, je vais prendre une phrase célèbre d'un gros auteur français, c'est de dire que c'est comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Je pense qu'on fait des achats responsables sans trop le savoir et sans s'en assurer. Et quand on se penche sur ce qu'on fait et qu'on interviewe les acheteurs de comment ils achètent tel et tel produit, eh ben on voit qu'ils se posent naturellement des questions saines et bien faites, et que après il faut juste aller un peu plus loin, prolonger et appliquer ça à l'ensemble des achats de la même catégorie. C'est ça qui est important. Donc, effectivement, d'abord, on commence à identifier, il y a une volonté de la direction générale des choix et des valeurs que l'on a. Il y a ce qu'on fait déjà et ce vers quoi on veut tendre. Et dans ce qu'on fait déjà, il y a des expériences, des best practices, des choses qu'on sait bien faire. Donc, c'est d'abord mettre ça en valeur au sein de l'entreprise. Comment j'achète ma volaille, comment j'achète mes produits maraîchers, comment je les négocie, comment je choisis mes produits de la mer. Voilà, je sais faire des choses. Est-ce que je dois aller un peu plus loin pour que ça soit plus RSE et que ça correspond à mes enjeux? Est-ce que je le fais sur un produit de ma catégorie ou sur tous les produits de ma catégorie? Donc, j'étends. J'ai tel produit de la mer en marée fraîche que j'ai acheté en respectant tel élément, en se posant la question si le produit, il était en raréfaction dans les mers, sous quelle forme il était pêché, quel type de pêche, est-ce que ça respecte la saisonnalité de reproduction du poisson, etc., où ça a été pêché. Aussi, dans quel océan, etc., par quel type de bateau. Et parfois, on se pose sur des questions, sur des produits clés et on oublie de dire, tiens, finalement, je dois me le poser sur toutes mes espèces de poissons. Donc, on peut avoir une best practice. L'idée, c'est de l'étendre à sa catégorie et d'aller un peu plus loin parfois. Et l'idée, c'est de pas aller, souvent, on a tendance à aller très loin tout de suite. Je pense qu'il faut commencer petit et faire grandir. Déjà, rien que, par exemple, si je prends les cas des produits de la mer de marée fraîche, rien que de demander à l'ensemble de nos mareyeurs la traçabilité, le type de pêche, la zone de pêche, c'est un énorme travail, parce qu'en fonction du niveau de nos mareyeurs, il y a des petits mareyeurs, il y a des gros mareyeurs, il y en a qui ont des services très structurés qui ont toute l'information de traçabilité, d'autres qu'on a un peu moins, parce qu'ils achètent à la criée et autres, donc ils n'ont pas cette même traçabilité. Je vais travailler avec eux pour les amener à, mais ça va me prendre quelques mois pour obtenir mes informations, décider, prendre un avis de ce que je fais. Et puis là, je vais rajouter l'avis d'une organisation non gouvernementale qui va m'aider à évaluer les ressources halieutiques, les types de pêche qui sont bonnes ou pas bonnes, les zones de pêche qui sont bien ou pas bien. Et je vais tout mettre ça dans un petit shaker, je vais secouer, ça va me sortir c'est quoi mon orientation de politique de la pêche.
et ainsi de suite. Alors, il y a des actions. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette démarche, il y a souvent l'identification de ce qu'on appelle les quick wins, c'est-à-dire des actions très simples à mettre en place, qui donnent la satisfaction à tout le monde et qui montrent qu'on fait des actions qui avancent, et puis des actions de longue haleine. Donc, une politique produit de la mer, marée fraîche, c'est long, c'est de longue haleine, parce que je travaille avec des fournisseurs de niveaux différents qui n'ont pas les mêmes informations. Par contre, il y a des petits quick wins. Le jour où je dis toutes mes œufs de plein air, tous mes œufs demain sont en œufs de plein air, ça se fait tout de suite, du jour au lendemain, je le déclenche. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut identifier. Donc, et puis après, je pense qu'il faut être en permanence agile, aux aguets de ce qui se passe sur le marché, et puis bien savoir vendre en interne la politique, parce qu'on peut avoir plein d'idées, on peut avoir une feuille de route, mais il faut savoir communiquer en interne ce projet-là, savoir le vendre pour avoir un aval de l'autre côté, des gens qui puissent le mettre en compte. Et puis, ce qui est important pour que ça marche, il faut que 100% des achats soient dans la main des achats. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des structures, des entreprises où les services achats achètent des éléments, mais pas tout. Et il y a des opérations qui ont encore la main pour continuer à acheter un peu. Donc, c'est là où on peut casser un petit peu un développement ou une philosophie. Ça, c'est important. Donc, effectivement, c'est regarder quelles sont les catégories de produits les plus importantes pour l'entreprise, qui sont le cœur de son caractère, de son business, identifier ce qu'on fait déjà, regarder si on peut l'appliquer à toute la catégorie, et puis aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait déjà. Et donc, c'est fixer des objectifs aux acheteurs autour de ça, en travaillant avec eux, souvent leur demandant de proposer des objectifs, parce qu'eux ont des idées, ils ont vu des choses. Je pense que l'acheteur est vraiment quelqu'un de moteur. Et si on lui demande lui aussi de se fixer des objectifs et d'aller un peu plus loin dans la démarche, il va être encore plus motivé pour la mettre en œuvre. Et puis surtout, donc la feuille de route, la remesurer régulièrement, et puis savoir flexibiliser son action, savoir rajouter un élément. Voilà, il faut être un peu flexible et toujours aux aguets de ce qui se passe sur le marché. C'est ça, donc de manière théorique, c'est donc cet état des lieux, comprendre comment fonctionne la fonction achat. Ensuite, dans un second temps, aller voir ce qui se passe au niveau des familles, des catégories de produits que l'on achète. Donc là, c'est ce qu'on propose dans cette étape-là, c'est de comprendre les impacts de mes achats. Donc, dans un premier temps, hiérarchiser les familles d'achats en fonction de leur importance stratégique. Ensuite, c'est comprendre quels sont les impacts environnementaux, les impacts sociaux, les impacts sociétaux du produit que j'achète tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. Et enfin, selon les enjeux que j'ai identifiés au long de ma chaîne d'approvisionnement, savoir les hiérarchiser, savoir ceux qui vont ressortir comme matériel, comme importants. Et donc, effectivement, la hiérarchisation, c'est ce que vous disiez, France, c'est comment comprendre quelles sont les catégories d'achat stratégiques, quels sont les produits stratégiques. Et donc là, on peut considérer différents critères. Donc, c'est dépendant de chaque entreprise. Il faut lister les familles d'achat, définir nos critères d'évaluation. Donc, pour comprendre quelle est l'importance stratégique de mes familles d'achat. Et toujours, encore une fois, en collaboration avec les acheteurs, parce que c'est eux qui achètent au quotidien et qui peuvent nous donner cette information. Et ensuite, on les classifie, on les hiérarchie pour savoir où concentrer ses efforts. Et donc ça, vous, comment vous avez, quels étaient les critères pour hiérarchiser ces familles d'achat, pour comprendre on a regardé, on a au total 45 offres. On a regardé sur l'ensemble de nos offres de services, enfin de nos offres, quels étaient les produits phares et les produits clés. Donc, si je prends par exemple l'offre Hippopotamus, le produit clé, c'est la viande. Donc, on a creusé la thématique autour de la viande. Si je prends par exemple une offre autour d'une grande brasserie parisienne, on sait que ce qui est important chez eux, c'est beaucoup de produits de la mer et des produits décaillés. Donc, on va creuser ce sujet-là. Ils utilisent aussi beaucoup de produits frais, des fruits et légumes frais. Donc, voilà, on va les creuser ces thèmes-là. Donc, déjà, c'est choisir quels sont les produits porteurs, les produits clés dans les volumes d'achat de chacune de nos offres. Ça, c'est un point clé. Et puis ensuite, on travaille autour de ça. Donc, c'est une première axe de hiérarchisation. Le deuxième axe de hiérarchisation, c'est qu'il y a quand même des réglementations et des normes françaises et européennes, et donc s'assurer qu'elles sont prises en compte et appliquées. Et parfois, se poser la question, c'est est-ce qu'on va un cran plus loin? On peut se poser la question. Est-ce qu'on y va un peu plus tôt que la date légale? On peut aussi se poser la question. Donc, par exemple, quand on nous dit qu'il faut changer, ôter les pailles plastiques,
très bien. Bon, on a été plus tôt que la réglementation l'a prévu, pratiquement, je crois, Karine, un an et demi plus tôt. Ouais, un an et demi plus tôt. Voilà, parce que ça ne nous dérangeait pas, bien au contraire, on trouvait ça plutôt très intéressant et ça s'est appliqué à tout le monde. Donc, il y a ça. Et puis, on peut prendre des options générales sur toute l'entreprise. Par exemple, sur les œufs de plein air, c'est pas forcément le produit clé dans toutes les offres, mais c'est une volonté de l'entreprise de dire, ben tous les produits œufs sont des œufs de plein air. Voilà. Donc, il y a la hiérarchisation de la catégorie par rapport aux offres, la hiérarchisation par rapport à la réglementation et en se posant d'autres questions, et puis des options qu'on prend pour l'ensemble de l'entreprise, ou par exemple l'huile de palme. Voilà, on s'est dit, ça fait des années qu'on s'est dit, on ne veut plus d'huile de palme dans un certain nombre de produits d'huile. De produits qui nécessitent ce type de matière grasse. Voilà. Donc, il y a 3 niveaux de hiérarchisation et puis on croise un peu ces matrices-là pour définir la feuille de route. Et ensuite, parfois, comme on disait tout à l'heure, il y a une ONG qui vient vous voir et on sent que le sujet va s'accélérer dans les prochains mois sur une thématique du poulet, par exemple. Donc là, ça vient aussi un peu perturber les objectifs qu'on s'était fixés au départ et donc on revoit la feuille de route. Voilà. C'est ce que disait France, c'est qu'on essaye de… il y a la méthode théorique, puis après, il y a la réalité du quotidien business qui fait qu'il y a des choses qui arrivent qui n'étaient pas prévues. Et en plus, il y a des éléments techniques qui sont bloquants. Par exemple, si je reprends le cas des œufs de plein air, c'est une très, très bonne idée et c'est excellent de passer en œufs de plein air. Cependant, il faut que nous, on s'assure qu'il y a suffisamment de quantité produite sur le marché pour répondre à nos besoins. Et au début, c'était compliqué d'avoir une constance de produits. Et puis juste, il faut qu'on vérifie que le produit s'adapte à nos recettes. Un truc tout bête, mais qui est important de comprendre. Quand vous utilisez du blanc d'œuf de plein air et que vous voulez le faire foisonner, le mettre en blanc-neige pour faire une île flottante ou pour faire une mousse au chocolat ou un autre type de dessert, le foisonnement du blanc d'œuf de plein air est différent du foisonnement d'un blanc d'œuf standard. Donc, il y a tout un travail avec les opérationnels pour réadapter la recette, pour vérifier comment ça fonctionne, etc., etc. Donc, c'est lié à c'est technique, c'est lié à un taux d'albumine. Mais tout ça, donc il y a des démarches qui peuvent être très vite, mais il y a certaines qui vont nécessiter plus de temps. Et donc, qui fait qu'une action, elle va se dérouler sur un timing, mais qu'il faut avoir. Et une fois que l'action elle est passée, on passe à une autre action. Ça devient un acquis au sein de l'entreprise et on ne remet plus en cause le sujet. En fait, c'est important que cette démarche soit co-construite entre plusieurs parties prenantes internes et la RSE et les achats. Ils doivent se parler parce que moi, en tant que RSE, évidemment, je vais avoir des objectifs d'aller plus loin et plus vite. Mais après, il y a la réalité du quotidien, du business. Et donc, c'est vraiment une démarche qui doit être co-construite. C'est une démarche de long terme. On ne devient pas parfait du jour au lendemain. Et donc, il faut vraiment une démarche d'amélioration continue. Et il faut l'avoir en tête parce que parfois, ça peut être un peu frustrant. On se dit, mais on ne va pas assez vite. Voilà, faut vraiment, c'est une démarche à co-construire ensemble et c'est pas une démarche que la RSE doit écrire dans son coin. Et donc, c'est pour ça qu'on se rencontre régulièrement avec Karine, où elle arrive avec ses projets, ses idées, on en discute et on définit une feuille de route ensemble. On trouve le juste milieu. Voilà, on négocie toutes les deux. Non, mais c'est ça, c'est la rencontre et l'échange. Et moi, je lui parle des barrières qu'il peut y avoir. On réfléchit comment on peut les faire sauter, comment on peut avancer et on définit une politique et on avance. Et on se revoit pour savoir où on en est dans le taux d'avancement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pas quelque chose qui est imposé à un instant T par quelqu'un. C'est quelque chose qui est construit ensemble par l'entreprise. Bien sûr. Et c'est important, c'est pour ça qu'on a tenu à refaire cette slide sur les parties prenantes, parce qu'il faut absolument toutes les considérer, en tout cas lorsqu'on met en œuvre ce type de démarche. Alors, je vois le temps filer. Je vais juste passer les slides suivantes et essayer de les expliquer en une phrase. Là, sur l'analyse du cycle de vie, vous en avez parlé avec l'exemple du poisson, par exemple. Donc, allez voir ce qui se passe tout au long de la chaîne de vie d'un produit, de la chaîne de valeur d'un produit et identifier à chaque fois quels sont les impacts de ce produit sur l'environnement, sur l'impact social, l'impact sociétal. Donc, sous différents prismes, par exemple, sur la partie environnementale, on peut faire une analyse de cycle de vie carbone, donc comprendre quels sont les impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur la chaîne de valeur, quels sont aussi les impacts sur la biodiversité. Voilà, se poser ces questions-là et considérer les différents prismes de la RSE. Et donc, les différents prismes, vous pouvez les identifier dans l'ISO 26000 avec les 7 questions centrales de l'ISO 26000 que nous, on utilise pratiquement systématiquement, qu'on vous a remis juste ici sur cette slide.
Et enfin, hiérarchiser les enjeux. Donc là, ça passe forcément par analyser quelles sont les tendances du marché, aller aussi poser les questions à nos parties prenantes externes, donc à nos clients finaux, quels sont les enjeux qui semblent prioritaires pour eux aujourd'hui, sur quoi je dois m'activer, sur quels sont les changements que je dois faire sur mes produits pour répondre à leurs attentes. Donc, allez voir ce qui se passe au niveau des parties prenantes externes, mais aussi au niveau des parties prenantes internes, encore une fois. Ce qui peut, donc là, on vous a mis un exemple de matrice. Ça ressemble très grandement à la matrice de matérialité, mais donc comprendre quels enjeux sont importants par catégorie de produits pour vos parties prenantes et comprendre quels sont les enjeux majeurs sur le secteur d'activité, les enjeux qui vont contribuer à la pérennité de la fonction achat, à la pérennité de l'entreprise. Donc, vous en avez quand même un petit peu déjà parlé. Et je pense que juste la dernière question finale que je vous poserai, c'est quels sont les enjeux et du coup, par rapport à ces enjeux, quelles sont les actions et quels sont vos objectifs. Mais juste avant, donc une des dernières étapes, la définition de la stratégie d'achat et de la feuille de route. Donc, définir une vision, définir des grands engagements par rapport aux enjeux majeurs que l'on a identifiés et donc forcément pour avoir un suivi derrière, pour être dans ce processus d'amélioration continue, définir des indicateurs, définir des objectifs à différents horizons et par famille d'achat. Et donc ça se construit également à l'aide des parties prenantes. Donc nous, pour ce faire, on organise des ateliers avec les parties prenantes internes de l'entreprise pour les faire réfléchir à la vision, aux engagements que l'on veut donner à notre démarche d'achat responsable. Et de manière plus concrète, par exemple, on va inclure les acheteurs dans cette réflexion. Ils savent quel indicateur on peut se fixer, quelle action concrète on peut mettre en œuvre et donc quel objectif on va pouvoir atteindre, parce qu'il faut que ce soit des objectifs ambitieux, certes, mais qui restent réalistes. Et ça, seules les parties prenantes internes de l'entreprise peuvent le savoir. Et donc, tout ça nous permet de construire une feuille de route et d'avoir derrière un suivi de cette feuille de route régulier et de suivre les indicateurs et l'atteinte de nos objectifs. Et ça, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, Karine et France, sur la hiérarchisation des actions à mettre en œuvre, des actions qui vont être très faciles qu'on peut mettre en œuvre directement, des actions qui vont être difficiles sur des produits très stratégiques qui doivent faire l'objet d'une prise de décision forte. Donc, il faut classifier ces actions, savoir quelles sont nos priorités et ensuite fixer nos objectifs en fonction de ça à différents horizons. C'est important sur la feuille de route, effectivement, d'avoir des KPIs. Et c'est ce qu'on a commencé à écrire cette année avec France, parce que, on l'a dit, le poste RSE, c'était créé il y a 2 ans et demi. La fonction achat en interne, il y a 18 mois. Donc, fallait aussi prendre le train en marche et se fixer la feuille de route. Et on a commencé à écrire des KPIs qui seront revus annuellement et présenté aussi à la direction générale sur le pourcentage d'œufs plein air, sur le pourcentage de fournisseurs qui ont signé notre charte d'achat responsable qu'on a diffusée depuis le début de l'année. Et il y en a d'autres. Et donc, ces indicateurs, on va les enrichir aussi en fur et à mesure de l'année et les suivre surtout pour pouvoir objectiver à terme éventuellement les acheteurs dessus et les présenter à une direction générale de manière annuelle. Et concrètement, juste pour terminer, quels étaient les enjeux que vous aviez identifiés et en fonction de ça, les objectifs que vous avez définis, ce sur quoi vous allez vous concentrer dans les prochaines années? En fait, on l'a un peu dit tout au long de la présentation, mais c'est vrai que un premier enjeu simple qu'on a fixé, nous, c'était la saisonnalité des produits. Et ça, on a fait ça assez rapidement. On a créé un calendrier de saison, on l'a diffusé aux équipes. Moi, je relis toutes les cartes avant qu'elles sortent. Je mets en avant les produits qui sont hors saison pour qu'à la prochaine carte, ils ne soient plus présents. Et France et ses équipes sont en veille pour couper les lignes de produits éventuellement si on a décidé que c'était hors saison et que ce n'était pas valable. Surveiller s'il y avait des ventes, etc. Donc ça, c'est la saisonnalité. Après, il y avait les pailles en plastique qu'on a fait, les œufs plein air, l'huile de palme sur nos huiles de friture et sur toutes nouvelles références produits. Et puis après, on a commencé à écrire des chartes, chartes d'achat responsable, chartes sur le bien-être animal. Et là, comme disait France tout à l'heure, on va aussi coécrire une charte sur la pêche durable avec une ONG qui va nous apporter les compétences scientifiques. Après, on veut de plus en plus de produits français, un peu plus de produits labellisés, même si le label ne garantit pas non plus 100% d'achat responsable. Mais on avance un peu comme ça pour le moment.
Ok, très bien. Donc effectivement, là, tu parlais de charte, hein, c'est un bon outil en tout cas pour aussi mettre en œuvre notre démarche d'achat responsable. On n'a pas cité ces outils de mise en œuvre, mais en tout cas, voilà, pour de manière concrète identifier ce que ça peut être. En fait, même si la charte, elle est indispensable et ça peut être une des bases du travail, mais avec France, on a aussi conscience que une fois qu'on met en place une charte, il faut la suivre. Donc, c'est quand même, voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse suivre que X% des fournisseurs aient signé la charte et la faire vivre, la contrôler, parce que c'est pas tout de la signer, hein. Il faut contrôler aussi dans le temps. Donc, on n'est pas forcément favorable à écrire plein de chartes, mais il nous semblait que sur 2-3 sujets, c'était, voilà, ça permettait d'avoir une base quand même. La charte permet aussi d'être un lieu de partenariat et d'échange avec le fournisseur. Et puis, aux achats, on a un service qualité, donc qui a pour objectif de travailler sur la qualité produit, l'audit des fournisseurs et intégrer aussi les éléments de cette charte lorsque la personne audite les fournisseurs. Donc, ça aussi, de nouveau, même sur la partie qualité achat, la RSE fait partie du contrôle et de l'audit. Donc, ma conclusion serait de dire, on peut faire du RSE que si le RSE, c'est comme un langage. C'est une ligne rouge qui se déroule et c'est un fil rouge qui se déroule et en aucun cas une action à part que tout d'un coup, on se lève un matin et dit, tiens, j'ai pas fait mon objectif, il faut que je fasse du RSE. Le RSE, c'est comme si on marchait, quoi. Et tant qu'on n'intégrera pas ça comme ça au sein d'une entreprise, je pense qu'on aura beaucoup moins de succès à sa mise en place et on ramera les services achats et autres, ou des gens comme Karine rameront d'autant plus pour la mise en place. Si ça devient, je fais du RSE comme je respire un peu, c'est dans mon quotidien, à ce moment-là, ça devient naturel et les choses se mettent en place au fur et à mesure. Totalement d'accord, c'est l'objectif. Ok, bien, écoutez, il nous reste 2 petites minutes. Moi, je peux un petit peu dépasser si vous avez d'autres questions pour ceux qui peuvent rester. Mais on a un petit peu répondu, je crois, aux questions au fil de l'eau. Donc, Thomas, est-ce que tu as identifié d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Effectivement, merci déjà à toutes les trois, c'était hyper intéressant. Donc non, effectivement, vous n'avez pas mal répondu aux questions. Peut-être juste rappeler sur le devoir de vigilance qui sont les concernés, notamment est-ce que les établissements publics sont concernés comme les hôpitaux? Non, les établissements publics ne sont pas concernés. Il s'agit donc des entreprises d'au moins 5000 salariés en leur sein ou dans leur filiale, direct ou indirect d'ailleurs, dont le siège social est fixé sur le territoire français. Et les entreprises d'au moins 10 000 salariés, comme je l'ai dit, donc vous avez les seuils dans la présentation. Et les établissements publics ne sont pas concernés. Merci beaucoup. Sinon, non, vous avez à peu près répondu à toutes les questions. Peut-être, je ne sais pas si vous avez des compléments à ajouter sur la question de Christophe qui nous demande quelle modalité de pilotage des achats responsables en termes de gouvernance, KPI, amélioration continue. Peut-être amélioration continue, on l'a moins évoqué. C'est ce que disait Karine. D'abord, on a une feuille de route. Donc, la feuille de route, on essaye de trouver un mesureur. On se met d'accord sur le mesureur. Il faut que le mesureur, on le sorte tous les ans, on le présente à la direction générale. Donc, rien que ça, c'est un élément. Et puis, tous les ans, on retravaille la feuille de route de l'année suivante en refixant de nouveau un indicateur, un KPI pour l'année suivante. Et on se projette à 5 ans en général. On regarde devant nous. Et puis, l'amélioration continue, c'est ce que chacun peut apporter au quotidien sur les actions ou les nouveautés d'action. Et puis après, j'avais vu Christophe aussi qui avait… Après, il faut faire attention parce que toutes les actions RSE ne sont pas forcément mesurables et il ne faut pas non plus, pour avoir une mesure ferme, avoir pratiquement quelqu'un à plein temps qui va faire que de la mesure toute l'année. Je ne suis pas sûre que ce soit très productif. Donc, il faut mettre des indicateurs simples, faciles à mesurer et facilement identifiables. Et puis compréhensibles par tous dans l'entreprise. Voilà. Et effectivement, il y avait… Ouais. Par exemple, 100% de produits saisonniers, ces 100% des cartes ont été validées, 0 produit hors saison, par exemple, c'est ça. Et puis moi, achat, je peux rajouter 0 achat de cette liste de produits hors de la saison, voilà, par exemple, ou 5% d'achat, ou voilà. Donc, c'est une manière de faire. Très bien. Karine, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, il y avait juste effectivement sur la direction générale, Christophe qui avait qui posait une question sur comment, ça reste effectivement une direction générale avec des objectifs financiers. Mais en fait, en tout cas, pour notre groupe, nous, elle a bien intégré, elle est même vraiment extrêmement moteur et c'est une des clés aussi de succès sur les indicateurs extra-financiers. Et elle a bien conscience qu'en fait, notre entreprise sera durable
si elle est rentable et que la rentabilité passera par la durabilité sur le long terme. Donc, évidemment, à court terme, il y a des objectifs financiers, on reste une entreprise, hein, mais qu'en fait, si on ne prend pas ce train en marche maintenant, dans 5 ans, on va louper on va louper des parts de marché et donc on sera de moins en moins rentable potentiellement. Donc, c'est un croisement, c'est juste que les croisements objectifs court terme, moyen et long terme se chevauchent, mais en tout cas, nous, elle en a bien pris conscience. Merci beaucoup. Merci à tous, on va s'arrêter là, le temps s'est écoulé. On reste dans tous les cas à votre disposition, vous avez nos contacts sur cette slide-là si jamais vous avez des questions supplémentaires. Je tenais à remercier France, Karine et Charlotte pour votre participation aujourd'hui et remercier tous les participants du jour. Merci pour votre fidélité et on vous retrouve pour de prochains webinaires. Okay. Merci, bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en tout cas. Et merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.